Bonjour et bienvenue sur Médien TV. 6 ans après l'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra, les Centrafricains sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections présidentielles et législatives. Mais ce double scrutin se tient dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu. Une bonne partie du territoire centrafricain échappe encore au contrôle du gouvernement et les rebelles menacent même la tenue de ces élections. En un mot, la paix et la réconciliation peinent encore à se concrétiser dans ce pays de l'Afrique centrale. Ce matin, avec notre invité Arine Zouzi, qui est analyste politique et spécialiste de l'Afrique centrale, nous allons voir quels sont les enjeux de ces élections. Bonjour Arine Zouzi. Bonjour Omar, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, Arine Zouzi, tout d'abord, est-ce qu'on peut faire un petit bilan des 6 années de présidence de Faustin Archange Touadéra? Alors, le moins que l'on puisse dire, évidemment, c'est que le professeur Touadéra n'a pas trouvé une situation des plus faciles, puisqu'il a dû effectivement hériter d'une situation sécuritaire catastrophique, dont le point culminant reste évidemment dans tous les esprits, les accords de Khartoum signés le 6 février 2019. Vous vous en doutez, avec cette aversion atavique qui oppose les différents groupes armés, cet accord n'a pas réellement été mis en œuvre ni, je dirais, respecté, ce qui n'a pas empêché le président à faire en sorte qu'il y ait, notamment au niveau économique, une réduction sensible de l'inflation qui est passée de 40 à 4%, et on a un taux de croissance globalement qui oscille aujourd'hui entre 3 et 4,5%. À côté de ça, évidemment, il y a dans le cadre de la consolidation du processus démocratique, l'une des satisfactions, évidemment, c'est l'inscription sur les listes de 17 millions d'électeurs et bien évidemment la recrue récente de 3800 policiers qui ont intégré l'gendarmerie, ce qui en fait permet d'une certaine manière à l'armée, bien que constamment mise sous pression par les groupes armés, de pouvoir essayer tant bien que mal, de restaurer l'autorité sur l'ensemble du territoire, qui, je le rappelle, reste encore aux 2/3 occupé par les groupes armés. Alors, un territoire aux 2/3 occupé par les groupes armés. Donc, globalement, on a l'impression que, au lendemain de ce qui a été qualifié comme une sorte d'épuration, en tout cas interethnique ou ethnique en Centrafrique, et les 6 ans donc, du président Touadéra, on a l'impression que le défi de la paix et de la réconciliation nationale reste encore à atteindre. Oui, alors la RCA, la Centrafrique reste un État fragile, vous vous en doutez bien, tant du point de vue économique que sécuritaire. Après des décennies de conflits politiques armés, on revient évidemment avec cette situation qui, dans beaucoup d'esprits, constitue une opportunité incroyable de pouvoir tourner cette page. Ces élections interviennent en fait au lendemain, je l'ai dit, de ces fameux accords de Khartoum qui n'ont pas véritablement été respectés et qui se superposent en fait avec la consolidation, je dirais, d'une exigence, celle de pouvoir instaurer un état de droit en République centrafricaine. Il serait temps que cela se fasse, car vous le savez, en fait, les 15 parties signataires de l'accord de Khartoum n'ont réellement pas eu l'opportunité de pouvoir exprimer, je dirais, leurs engagements, la volonté qui fut affichée à ce moment-là, mais comme toujours en pareil cas, vous avez un certain nombre d'agendas cachés qui reviennent à la surface. Je rappelle quand même, et ça c'est très important, que les groupes armés qui sont aujourd'hui coalisés accusent le président Touadéra de vouloir organiser un hold-up électoral. Le gouvernement de son côté accuse bien évidemment l'ancien président Bozizé, qui, je le rappelle, a été invalidé, tout le monde s'en souvient, depuis le 3 décembre, qui a rallié, pas rallié, mais disons qui a pris langue avec certains responsables, semble-t-il, de groupes armés, mais tout en soutenant Georges Dologuélé, l'ancien Premier ministre, qui est lui aussi candidat. Donc officiellement, vous avez d'un côté un ancien président de la République qui renouvelle son attachement au processus, même s'il souhaite un report, et puis vous avez en même temps, je dirais, un gouvernement, et c'est tout à fait dans son droit, qui estime qu'au contraire, certains candidats, en l'occurrence Bozizé,
attise les braises pour que l'instabilité s'installe sur le territoire centrafricain. Alors, à ce stade-ci, bien évidemment, je suppose qu'on y reviendra, tout report dans l'esprit, évidemment, du président centrafricain est exclu. On verra comment les choses vont s'articuler, car la situation, il faut bien le rappeler, est extrêmement sensible et tendue. Ouais, une situation extrêmement tendue et l'on s'interroge vraiment, est-ce que ces élections même pourront se tenir? D'une part, on a les 2/3 du territoire qui échappent donc au contrôle gouvernemental et d'autre part, les rebelles qui menacent les élections, la tenue de ces élections-là. Donc, est-ce qu'on a, dans les faits, des chances de tenir ces élections après-demain? Alors, je pense que à cette question, seule l'Agence nationale pour les élections peut répondre à cette question, parce qu'effectivement, il y a, je vous l'ai dit, il y a de cela quelques instants, l'ancien président Bozizé et certains au niveau, je dirais, de l'opposition souhaitent véritablement un report du scrutin, mais ce n'est pas chose aisée pour deux raisons. Il faut simplement revenir, je dirais, aux fondamentaux et savoir que théoriquement, même si c'est l'Agence nationale qui peut reporter cela, il faut effectivement qu'il y ait de ce point de vue-là, une décision qui puisse venir des autorités nationales. D'abord parce que, normalement, la balle étant dans le camp du gouvernement, il est essentiel que le nouveau président élu prête serment au mois de mars 2021, ce qui, théoriquement, laisse de la marge, même si la Constitution, en revanche, prévoit que l'ouverture des concertations nationales devrait se faire si jamais les délais n'étaient pas respectés. Mais si l'on décale de quelques jours à peine le scrutin, cela n'aura pas de conséquences particulières sur l'agenda. On voit très bien que d'un côté, le président refuse ce report parce qu'il ne veut pas donner du temps, je dirais, à ses adversaires de s'organiser. Et de l'autre, vous avez évidemment une opposition qui, avec Bozizé en tête, essaye de retarder l'échéance. Une dernière chose, si vous le permettez, si d'aventure le report devait être acté, cela serait une victoire symbolique pour Bozizé, puisqu'en réalité, c'est la seule chose qui importe à ses yeux, en fait, c'est de pouvoir affaiblir le président en faisant en sorte que les élections ne soient pas tenues dans les délais constitutionnels. Et dans ce contexte aujourd'hui électoral, quelles sont les alliances qui se dégagent ? Alors, vous savez, l'opposition n'est pas véritablement en ordre de bataille. On a cru comprendre lorsque Bozizé a présenté sa candidature qu'il en était le chef de file. Il a très vite déchanté puisque sa candidature a été invalidée. Vous avez Madame Samba Panza qui avait assumé la transition, qui elle aussi est candidate. Alors, suite à son invalidation, Bozizé s'est tourné vers Anissé Georges Dologuélé, l'ancien Premier ministre, non sans arrière-pensée. Et ça, c'est bien évidemment au niveau politique, au niveau militaire, évidemment, tout le monde a en tête cette nouvelle alliance entre plusieurs groupes armés, ce qui n'est pas du tout de bon augure, puisque l'on craint qu'il y ait effectivement des synergies entre une certaine alliance de l'opposition et une certaine alliance des groupes armés pour précisément entretenir le flou, mais surtout déstabiliser la situation, puisqu'il en serait nécessaire. D'accord, une situation donc déjà instable. Donc si on se résume, on se rend compte que les enjeux de ces élections reviennent pratiquement, sont assez similaires de ce qui s'est passé en 2013-2014, c'est-à-dire restaurer la paix et réussir le pari de la réconciliation nationale, n'est-ce pas, Aline Zouzi? Oui, parce qu'il y a deux processus qui se superposent. Il y a d'une part la mise en œuvre des fameux accords de Khartoum qui véritablement n'ont pas donné de résultats escomptés et la nécessaire instauration d'un état de droit. C'est véritablement la clé parce qu'en plus de cela, ces élections s'inscrivent dans le cadre d'un processus long mais contesté. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a péril en la demeure puisque certains acteurs ne veulent pas jouer le jeu. Et ça, c'est potentiellement dangereux pour la Centrafrique. Alors, cela dit, les rebelles, les groupes rebelles, les groupes armés, on avait donc la Seleka à l'époque, les anti-Balaka qui se sont affrontés, cela a conduit à ce que l'on voit. Aujourd'hui, quel est le rôle de ces groupes rebelles et quels sont les tiraillements ou bien les camps qui s'affrontent actuellement en Centrafrique?
Alors, il faut peut-être revenir un peu aux fondamentaux, je dirais, parce que vous venez d'évoquer en fait la Séléka, très puissante sur le papier, bien évidemment, disposant entre 10 et 20 000 hommes, soit beaucoup plus que l'armée régulière, mais avec un talon d'Achille, puisque l'ex-Séléka est indisciplinée et désorganisée. Elle est cependant, je dirais, très rapidement associée, je dirais, au pouvoir, puisqu'on le voit très bien lorsqu'il y a eu ces événements de 2013 qui ont précipité la chute du président précédent, eh bien, il y a eu évidemment ce conflit qui a éclaté dans le territoire. La plupart des grandes villes sont tombées évidemment dans son escarcelle, avec évidemment, politiquement parlant, une structure para-étatique avec des administrations parallèles installées ça et là sur le territoire, avec comme conséquence évidemment l'exploitation illégale et la prédation des ressources naturelles. La Séléka devient donc ingérable, commet des exactions, etc. Et très rapidement, évidemment, se trouve en confrontation avec un autre groupe, les anti-Balaka, qui ne sont pas non plus des enfants de cœur, puisque là aussi, eh bien, cette structure, les anti-Balaka, qui est plutôt chrétienne, avec une approche beaucoup plus animiste dans ses croyances, va effectivement, elle aussi, se déployer, s'en prendre aux éléments de la Séléka, et trouveront des soutiens en renfort matériel avec d'autres groupes armés qui, eux aussi, vont tirer profit du chaos qui est observable sur le territoire centrafricain. Aujourd'hui, ces groupes composent la fameuse coalition des patriotes pour le changement, qui, il faut bien le rappeler, hein, et ça doit être mentionné, ces dernières années, ces 5 dernières années, ont commis énormément d'exactions. Aujourd'hui, pour les besoins de la cause, ces groupes se mettent ensemble. Peut-être rappeler que les groupes viennent essentiellement de 2 mouvances, anti-Balaka notamment, et de l'ex-Séléka. Alors, parmi ces groupes, il y a évidemment le mouvement patriotique pour la Centrafrique, il y a l'Union pour la paix en Centrafrique, il y a le groupe anti-Balaka contrôlé par Maxime Mokom, il ne faut pas l'oublier parce qu'il garde évidemment une forte capacité, je dirais, de nuisance. Et puis il y a un autre groupe anti-Balaka contrôlé, lui, par Patrice-Édouard Ngaïsona, qui lui aussi n'a pas du tout renoncer à ses ambitions. Particularité de ces 2 individus, c'est qu'ils sont en très bons termes avec l'ancien président Bozizé, ce qui fait dire notamment aux autorités de Bangui que Bozizé s'apprête véritablement à créer une situation d'instabilité sur tout le pays. Alors, et dans ce contexte, est-ce que les affrontements intercommunautaires entre musulmans et chrétiens, est-ce qu'on a constaté une accalmie? Ou risque-t-on peut-être encore de dériver vers ces affrontements interconfessionnels ou intercommunautaires? Alors, il y a 7 ans, la situation a complètement dégénéré. Il y a eu ces violences, effectivement, intercommunautaires entre les anti-Balaka et les musulmans de l'ex-rébellion Séléka. Ces groupes sont toujours présents sur le territoire centrafricain. Mais évidemment, la question récurrente qui revient dans le débat, c'est de savoir si nous sommes face, justement, à une guerre interconfessionnelle. Pas tout à fait. Il faut rappeler peut-être que les musulmans sont traditionnellement à la tête des activités économiques du pays. Leurs biens et entreprises ont souvent suscité, c'est vrai, des convoitises. Mais cela étant, il y a des gens qui se sont amusés à tenir des discours de haine, ce qui a forcément alimenté la tension dans le pays et accru, je dirais, les fossés d'inégalité. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a cette situation nouvelle qui permet peut-être à la Centrafrique de tourner la page et de créer les conditions, je dirais, d'un développement durable. Mais aujourd'hui, ce qui est important, essentiel, c'est qu'il y ait précisément une convergence de vues entre ces différentes communautés pour privilégier la stabilité du pays au détriment, je dirais, de luttes de positionnement qui, chaque jour, enfoncent la Centrafrique dans le chaos. Alors, une question aussi centrale dans cette situation centrafricaine, on a senti quand même la recrudescence d'ingérences étrangères.
les Russes ont leurs forces sur place, même s'il s'agit de forces, en tout cas, qui ne représentent pas le gouvernement, mais dépendant donc des mercenaires de Wagner. On a la France qui a autorisé in extremis le survol des zones rebelles à la demande du président centrafricain. On a des forces rwandaises qui ont été déployées sur place. Donc, ça devient un melting pot de force, si on ose dire. Les Américains aussi commencent à hausser le ton. Donc, finalement, sommes-nous face à des agendas étrangers cachés en Centrafrique? Arine Zouzi? Oui, vous m'entendez? Arine Zouzi, oui. Alors, je pense qu'on a perdu le contact. Vous, ok, allez-y Arine Zouzi, on vous a par téléphone. Voilà, moi je vous entends parfaitement. Voilà. Très bien. Je disais que cette situation, en fait, a été occasionnée par le désengagement de la France en 2016, lorsque l'opération Sangaris a été largement allégée. Au moment où nous parlons, la France ne dispose réellement plus que de 300 militaires et encore quelques instructeurs. Ceci dit, depuis quelques années déjà, dans le cadre de la coopération militaire, la Russie a envoyé 300 instructeurs et davantage pour la formation de l'armée nationale. Alors, dans le pays, il y a aussi des gardes privés qui sont employés par des sociétés notamment russes. Et puis, il y a eu depuis 2018, depuis début 2018, cette arrivée massive d'instructeurs qui font que la Russie, aujourd'hui, a pris pied sur le territoire centrafricain. Pour ce qui est du Rwanda, il faut revenir évidemment à cette ambition qui a souvent été légitimement affichée par Paul Kagame de jouer d'une certaine manière aux gendarmes régionales. Le Rwanda a certes envoyé plusieurs centaines d'hommes en réponse au ciblage de forces de défense du Rwanda qui, précisément, avaient été pris pour cible lorsque il y avait donc toujours ce dispositif onusien qui est toujours sur pied et qui essaye aussi tant bien que mal de pouvoir venir en aide à l'armée nationale. Alors, pour ce qui est de la France, évidemment, je viens de le rappeler, donc le dispositif a été considérablement allégé. Aujourd'hui, la France refuse en fait de faire de vagues pour dénoncer telle ou telle présence. Ce qui est aujourd'hui acquis, c'est que la France privilégie la voie politique avec notamment la poursuite du processus électoral et le respect de l'intégrité de la Centrafrique sans ingérence extérieure. On le voit, une position légaliste mais qui en réalité ne résiste pas à l'épreuve des faits. Merci beaucoup Arine Zouzi pour tous ces éclairages. Arine Zouzi, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes un analyste politique, spécialiste donc de l'Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour ces éclairages encore une fois. Merci, c'était un plaisir. Merci. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediantv.com. Très bonne journée et très bon week-end sur Median TV.